Donc, bienvenue aux dernières personnes qui nous rejoignent sur ce troisième webinaire expert de la filière déficience. Donc, ravi de vous retrouver tous ce soir pour poursuivre la tradition depuis maintenant bientôt 4 ans. Donc, chaque réseau présente son webinaire expert tous les 2 mois ou tous les mois en fonction des dates. Et pour ce soir, nous avons le réseau Maladies rares à expression psychiatrique PsyRare, représenté par Claudine Laurent-Lévinson et Arnaud Fernandez, respectivement de Paris et de Nice, qui ont prévu un topo sur les schizophrénies à début précoce, enjeux diagnostiques et thérapeutiques. Je vous laisse donc la main pour la présentation, qui est enregistrée et qui sera rediffusée pour les inscrits en intégralité et qui sera aussi sur la chaîne YouTube de la filière pour la partie présentation. Très bon webinaire à tous et à toutes. Et merci encore aux participants de nous présenter ce topo. C'est bon. Donc, dans le domaine de la psychiatrie, nous sommes en fait amenés à faire des diagnostics psychiatriques, contrairement aux autres disciplines médicales où le diagnostic passe beaucoup par le diagnostic étiologie. Donc, pour pouvoir parler d'une même entité clinique, d'un psychiatre à l'autre, les psychiatres ont commencé à élaborer des critères diagnostiques standardisés et le DSM et la CIM-10 sont euh, deux façons de faire les diagnostics cliniques standardisés. Donc c'est initialement en 68, c'était des brèves descriptions, il n'y avait aucune base de recherche et les conflits psychologiques étaient supposés comme cause. Et puis il y a eu un certain nombre de versions du DSM au fil des ans où on répondait à des catégories, une entité clinique avec des listes de symptômes pour définir des syndromes et non des maladies. Donc c'était vraiment quelque chose, et c'est toujours quelque chose d'athéorique, où on n'a aucune hypothèse sur l'étiologie, avec des syndromes empiriques qui prédisent le cours de la maladie, les risques familiaux, parce que beaucoup des auteurs initialement étaient impliqués dans des études familiales, et la réponse au traitement. Et les critères évoluent au fil des versions du DSM. Donc là, je ne vais pas rentrer, un certain nombre d'entre vous connaissent les critères diagnostiques standardisés pour la schizophrénie. L'essentiel, c'est de voir qu'il y a c'est un trouble en fait qui prédit une évolution chronique chez la plupart des individus, pas tous, mais malheureusement bon nombre d'entre eux. Il y a une certaine héritabilité gémellaire de 60 à 80% et la réduction des symptômes actifs et des rechutes avec des médicaments. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre schizophrénie de l'enfant, l'adolescent ou l'adulte, puisque les critères diagnostiques standardisés sont les mêmes? Les schizophrénies à début précoce sont définies par l'âge de début des premiers symptômes psychotiques. Donc, il y a plusieurs définitions, une nomenclature en fonction de l'âge de début, dont les plus fréquentes sont un âge de début avant la 13e anniversaire. On a la forme schizophrénie infantile ou Childhood Onset Schizophrenia, COS, et Very Early Onset Schizophrenia. Puis les formes de l'adolescent, les ados, où là on est à une prévalence de 1 sur 2000 dans la population générale, donc des formes encore très rares. Et puis on se rapproche des formes adultomorphes avant le 18e anniversaire, où là ça constitue 8,2% de l'ensemble des schizophrénies. Et puis, on est sur les schizophrénies à l'âge adulte. Et là, on augmente le chiffre. On est à 20% des schizophrénies avant 19 ans, avec une prévalence chez l'adulte de 0,5% selon les critères DSM-4. Et en fonction des critères plus ou moins stringents, on est à 0,5 ou 1%. Donc, encore une fois, des critères identiques pour l'enfant, l'adolescent et l'adulte. Et vous pourrez retrouver ces données épidémiologiques dans le PNDS. Donc, encore une fois, avant 10 ans, extrêmement rare, 1 sur 40 000. Et classiquement, on apprend que la moyenne d'âge de début pour les hommes, c'est plus le début de la vingtaine, pour les femmes, la fin de la vingtaine, avec un risque chez les apparentés de premier degré de 5 à 10%. Donc, soit si on a un cas les parents ou les frères et sœurs, avec un taux de concordance de jumeaux monozygotes, donc identique de 40 à 60% et de jumeaux dizygotes de 10 à 16%.
une héritabilité dans les études de jumeaux qui est mesurée d'à 70 à 85%, sachant que dans les études, les registres des populations de santé de la population de Suède, on est à 64% d'héritabilité, donc une forte héritabilité. Donc, dans toute la littérature, qu'est-ce qui les différencie finalement, ces formes précoces? Donc, on a un certain nombre d'éléments prémorbides aspécifiques. Donc, on voit un certain retrait social, des éléments d'agitation psychomotrice, des éléments anxieux. On retrouve aussi, alors c'est des études qui sont là un peu anciennes, les troubles du développement moteur, donc des troubles, soit un retard global moteur, soit des troubles développementaux de la coordination. On retrouve un retard de langage très fréquent dans toutes les populations étudiées de schizophrénie à début précoce, avec des difficultés scolaires qui se compensent d'ailleurs plus tard à l'âge adulte, mais qui va faire que ces enfants qui commencent des schizophrénies à début précoce vont avoir des troubles de la compréhension qui vont contribuer ultérieurement dans la vie à développer aussi plus de sens, plus de symptômes de persécution. Des troubles des interactions sociales, et là, encore une fois, on va revoir les différentes formes de schizophrénie à début précoce, mais un certain nombre d'entre eux ont un terrain TSA. Et déjà, Eugène Bleuler retrouvait des troubles attentionnels sans hyperactivité dans cette population de schizophrénie à début précoce. On retrouve également, par rapport aux formes adultes, plus de formes familiales, plus de symptômes négatifs. Ça touche plus souvent les garçons et en général en psychiatrie, les formes sont certainement plus sévères chez les hommes comparativement aux femmes, avec sur certaines études une normalisation du sexe ratio qui serait due peut-être, selon certaines hypothèses, à une puberté plus précoce chez les femmes chez les filles. Une évolution plus sévère, et on va revenir sur les études qu'on a fait, ce qui se retrouve, ces formes à début précoce sont plus sévères, un pronostic bien moindre à l'âge, bien moins bon à l'âge adulte et une remise en cause dans certaines études, mais l'ensemble des études retrouve ce moins bon pronostic. Plus d'antécédents développementaux et plus d'associations avec des pathologies organiques. Et comme on rediscutait, si, il y a des milliers d'études sur les schizophrénies à début précoce, il y a encore très peu de papiers. On retrouve également des altérations des capacités cognitives, des fonctions exécutives et de la mémoire, un fléchissement cognitif qui apparaît dans certaines formes, pas dans toutes les formes, 2 ans avant les premiers symptômes psychotiques. Donc pour ceux qui sont moins familiers avec les symptômes psychotiques, désolé, j'ai pas défini, ce sont les hallucinations, quel que soit le sens, les sens et les idées délirantes. Et ce fléchissement cognitif va se stabiliser dans le temps. Le profil cognitif peut être en relation avec des anomalies cérébrales, structurelles et fonctionnelles. Donc, il y a eu bon nombre d'agrégations familiales des cas de schizophrénie et depuis très longtemps, Katie notamment a défini le spectre de la schizophrénie qui n'est apparu dans le DSM-5 que très récemment avec cette notion de gradient de psychose en fonction de la gravité des troubles. Donc, on a le spectre strict de la schizophrénie qui comprend la schizophrénie et les troubles schizoaffectifs et le spectre large qui comprend à la fois des troubles psychotiques comme les troubles schizophréniformes, psychotiques, bref, sachant que tout va dépendre, c'est pas l'ensemble des critères qui sont remplis, donc il y a des critères de durée ou des critères de symptômes qui sont pas remplis. Et également, on voit s'agréger dans ces familles où il y a des proposants schizophrènes d'autres troubles de la personnalité comme les personnalités paranoïaques et schizotypiques. On a choisi, nous, d'étudier dans les études en génétique aussi le trouble dépressif caractérisé avec symptômes psychotiques, l'ancienne dépression unipolaire, basée sur les études de Ken Kendler qui retrouvait dans les populations irlandaises beaucoup de troubles dépressifs avec symptômes psychotiques. Donc, cette approche catégorielle pour les études en recherche
avec un diagnostic catégoriel. Alors, si le diagnostic du proposant est schizophrénie, ce qu'on retrouve dans les familles, c'est plus de schizophrénie et d'épisodes dépressifs majeurs. Et vous voyez, en fonction des autres troubles psychiatriques majeurs, vous voyez qu'il y a un certain nombre, pour les schizoaffectifs notamment, toutes les pathologies des troubles psychiatriques majeurs, schizophrénie, schizoaffectif et bipolaire, et épisodes dépressifs sont retrouvés comme augmentés. Donc, ce qu'on se dit, c'est qu'il doit y avoir un certain degré d'indépendance génétique de la schizophrénie et du trouble bipolaire, mais encore à l'heure d'aujourd'hui, donc plus de 30 ans, même plus après ce papier, on ne sait toujours pas pourquoi tant de patients ont des symptômes mixtes de type schizoaffectif. Donc, il y a cette existence de troubles psychotiques chez l'enfant, l'adolescent, qui vont de la schizophrénie, même critère diagnostique que chez l'adulte, à la psychose dans le cadre d'un trouble dépressif ou bipolaire, en passant par toute la gamme de syndromes plus légers ou partiels qui remplissent pas tous ces critères. Et encore une fois, dans les schizophrénies, moins de 1 sur 2000 enfants âgés de 14 ans ou moins présentent ces symptômes, alors que c'est beaucoup plus fréquent chez l'adulte. Alors, c'est vrai que là, dans ce topo, on se concentre sur le spectre de la schizophrénie, mais c'est vrai quand on voit au sein du centre maladie rare arriver ces demandes de suspicion de diagnostic de schizophrénie, ce qu'il faut savoir, c'est que chez l'enfant, il y a aussi d'autres sources de symptômes psychotiques, comme dans les troubles de la personnalité borderline, comme dans des addictions. Donc, ça, on a décidé de se focaliser juste sur les troubles du spectre de la schizophrénie dans ce topo. Donc, une théorie étiologique, si maintenant on passe après le diagnostic catégoriel psychiatrique au diagnostic étiologique, on devrait expliquer un certain nombre d'hypothèses qui ont été générées au cours des ans. Donc, je ne vais pas toutes les lister, vous les voyez là. Donc, avec autant d'hypothèses sur la pharmaco, sur l'étiologie, sur les facteurs viraux. Donc, c'est pas une liste exhaustive, il y en a bien d'autres dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a cette agrégation familiale des cas? Alors, il y a eu des études de jumeaux, d'enfants de jumeaux d'adoption, la plupart dans les années 70, qui ont démontré clairement que la génétique jouait un rôle étiologique dans la schizophrénie. Mais c'est beaucoup plus complexe, c'est-à-dire c'est des syndromes à hérédité complexe. On a ces diagnostics standardisés, DSM, identiques pour l'enfant, l'adolescent, l'adulte, avec cette hétérogénéité clinique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le diagnostic sur la vie. Lifetime, parce qu'on sait que la pathologie, les symptômes vont évoluer au cours des différents épisodes aigus, mais également de façon chronique. Il y a cette hétérogénéité qu'on va revoir, génétique. Des anomalies associées à différents gènes peuvent donner des symptômes similaires. Une polygénicité, et maintenant le PGC, le Psychiatric Genomic Consortium sur la schizophrénie, pense à des centaines, voire des milliers de variants et ces facteurs environnementaux, parce qu'on sait très bien qu'un enfant qui a eu des abus dans l'enfance, qui a été battu, qui a eu des carences affectives, qui a eu de la radiothérapie, et je ne vais pas tous vous les citer, peut développer une schizophrénie à début plus précoce. Donc les facteurs environnementaux, donc non génétiques, j'en ai mis quelques-uns. Il y a des expositions infectieuses, pardon, abus de drogue, donc il y a un certain nombre, les complications à la naissance, hypoxie, bon, c'est des exemples. C'est vrai qu'il y a des formes moins familiales, moins génétiques, où il n'y aurait pas trop d'augmentation du risque pour les frères et sœurs, avec un proposant qui a un âge plus avancé au début un père plus âgé, des parents de migrants. Donc il y a un certain nombre de facteurs qui nous orientent plus vers des formes un peu plus environnementales. Alors, ces anomalies structurelles, je vous les ai mis dans cet exposé. Il y a les classiques que vous connaissez bien, l'existence d'anomalies bien établies, la diminution du volume de la substance grise dans certaines régions cérébrales, des pertes corticales de substance grise qui progressent en fonction du temps. Mais les questions vraiment qu'on se pose, c'est cette perte de substance grise, est-ce que c'est au regard d'un terrain de prédisposition génétique, de facteurs postgénomiques, un marqueur trait des schizophrénies à début précoce?
Est-ce que c'est corrélé au traitement antipsychotique? Et c'est quasi impossible parce qu'il y a une surmédication de ces enfants qui présentent des hallucinations et c'est quasi impossible de faire un recrutement ou de voir des enfants sans traitement antipsychotique à leur arrivée dans le centre maladie rare, expression psychiatrique. Et finalement, la spécificité de ces schizophrénies, c'est le terrain de troubles neurodéveloppementaux aussi. Donc, l'élagage naturel, le pruning en anglais, l'élagage synaptique, c'est une phase du développement du système nerveux qui est un processus d'élimination des synapses qui se produit de la petite enfance, entre la petite enfance et la puberté chez de nombreux mammifères, y compris les êtres humains. Donc ça, c'est les papiers du groupe de Rappaport au NIMH à Bethesda aux États-Unis. Et vous voyez en fait sur le haut du graphisme, sur le rang A, les contrôles, les sujets sans pathologie schizophrénique, et sur le rang B, les sujets avec pathologie schizophrénique. Donc vous voyez en fait, on a des enfants de 4 ans, pardon. Oups, désolé, de 4 ans à 22 ans et des enfants adolescents avec Childhood Onset Schizophrenia de 12 à 16 ans. Donc vous voyez en fait que l'élagage naturel est beaucoup plus important. Donc ça se fait du lobe postérieur au lobe antérieur en fonction de l'âge. Donc vous voyez qu'on a le rose étant l'échelle significative de perte de substance grise corticale de l'arrière vers l'avant suggérant en fait que le modèle de Cosse est une exagération de la maturation normale de la substance grise chez les enfants avec schizophrénie à début précoce. Vous voyez des adolescents, pardon, avec schizophrénie, donc vous voyez une progression de la perte de substance grise corticale dans la schizophrénie infantile. Donc vous voyez 3 rangs, vous voyez là les fratries sans psychose. Et ce que vous distinguez, en fait, c'est que passé un certain âge, même s'il y a plus d'élagage naturel dans les fratries sans psychose, vous voyez qu'à l'âge de 17-20 ans, on a une stabilisation. Donc les analyses montrent que quand les sujets COS deviennent adultes, les pertes de substances robustes et globales pendant l'adolescence se limitent au préfrontal et cortex temporal supérieur à l'âge de 24 ans. Et chez les frères et sœurs, on voit des déficits également significatifs dans les cortex temporaux et préfrontal gauche et bilatéral et des déficits moindres dans les cortex pariétaux préfrontal droit et inférieur. Mais ça se normalise avec l'âge dans les fratries de patients avec schizophrénie. Donc, plus récemment, en biologie, il y a eu un certain variant de la séquence d'ADN dans le gène du complément C4 qui augmente l'activité du gène. Et le risque de schizophrénie est également augmenté par les gènes dont l'expression est positivement corrélée à l'expression de ce complément C4. Cette protéine C4, elle est nécessaire à l'élagage synaptique. Et chez les animaux, l'augmentation de la protéine C4 augmente l'élagage synaptique. Donc cet élagage, l'hypothèse actuelle, ce serait qu'un élagage synaptique excessif pendant l'adolescence serait un facteur de risque de schizophrénie, mais on ne sait pas encore si cela pourrait être traité pour prévenir ou non les schizophrénies à début précoce. Alors maintenant, on va faire un aperçu plus général des études génétiques. Et on reviendra après sur la clinique et en quoi ça pose un problème par rapport à la clinique. Donc, il y a les études d'association à échelle du génome, les GWAS, où on utilise des puces à ADN pour analyser les génotypes de centaines de milliers de variations de séquences communes. Ces polymorphismes sont dits SNP. Et ça détecte des variants rares du nombre de copies, les CNV, délétion ou duplication de milliers, millions d'acides nucléiques. Certains CNV rares, on sait que c'est associé maintenant à un risque de développer une schizophrénie ou un trouble du spectre de l'autisme. Plus récemment, il y a des premiers résultats déjà sur le séquençage de l'exome en entier où on regarde des variants mononucléotides rares qui augmenteraient le risque de développer une schizophrénie, variant tronquant ou faux sens. Dans ce cadre-là, il y a un consortium international sur la schizophrénie, le PGC, depuis 2007,
où il y a 15 groupes de travail qui se concentrent sur des troubles spécifiques. Et donc, il y en a un sur la schizophrénie, un autre sur les cross disorders, sur le suicide, en fonction de la pathologie par laquelle vous êtes intéressé. Et il y a des réalisations de méta-analyse des études de l'ensemble des données par étude d'association sur l'ensemble du génome. Donc, il y a trois méta-analyses qui ont été faites pour la schizophrénie. Vous voyez en fonction des années et vous voyez le nombre énorme de cas que tous les chercheurs ont poolé entre eux, chacun contribuant à sa brique et de témoins, pour finalement arriver à un plateau de 287 loci significatifs localisés dans 120 gènes, 106 codants pour des protéines qui seraient probablement des gènes à risque. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça implique l'organisation synaptique, la différenciation et la transmission neuronale, et qui sont et c'est également enrichi ces gènes, pardon, euh, désolé, ah ben, je le trouve plus, j'ai perdu ma diapo. Voilà, c'est enrichi pour ces gènes dans les études de whole genome sequencing. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve en fait les gènes de la famille du glutamate comme neurotransmesseurs et non les gènes des récepteurs dopaminergiques ou sérotoninergiques comme toutes les hypothèses antérieures sur la schizophrénie. Donc, les variants rares, les CNV, donc rapidement, c'est des segments d'ADN avec différence dans le nombre de copies. L'organisme humain étant diploïde, donc ça va être une ou trois copies, une en cas de délétion et trois copies en cas de duplication. J'ai mis deux fois alors, qu'est-ce que ça donne finalement sur les études d'association des CNV avec la schizophrénie? Ici, vous avez un listing de tous les CNV qui sont associés à la schizophrénie avec les pourcentages au niveau des cas et au niveau des contrôles. Alors, bien sûr, dans ce type de grande étude, on n'a pas la clinique vraiment spécifiée de ces contrôles et probablement ces CNV étant également appliqués dans les troubles du neurodéveloppement. On a probablement des troubles du neurodéveloppement, comme les troubles spécifiques des apprentissages ou d'autres troubles de neurodéveloppement qui n'ont pas été diagnostiqués au moment de l'inclusion des témoins. Donc la taille des échantillons variait, mais les cas étaient toujours de 12 à 21 000 patients, donc de nombreux cas de schizophrénie. Et dans ces études, on s'attache au spectre strict de la schizophrénie et vous voyez un nombre très conséquent de témoins. Alors, si on reprend l'analyse, vous avez du côté droit de la diapo tous les variants communs qui sont là et vous voyez en abscisse de ce graphe la fréquence en fait de ces variants, de ces SNP étudiés dans la population générale. Donc, vous voyez, on étudie même des variants où c'est 50-50% en fonction des deux allèles étudiés. Et sur la partie variants rares, vous avez sur ce graphe les variants, les CNV qui ont été retrouvés comme associés à la schizophrénie, ce que vous aviez dans le tableau précédent. Maintenant, ça c'est sur les CNV, maintenant on pourrait rajouter les résultats des variants du Whole Exome Sequencing avec des autres ratios un peu plus importants que ceux qui étaient retrouvés au niveau des CNV. Alors, qu'est-ce qui finalement est compliqué dans cette schizophrénie à début précoce? Eh bien, ce sont les troubles neurodéveloppement, les troubles du neurodéveloppement. Dans notre première cohorte, le travail de Mariana Giattinelli au cours de sa thèse, vous voyez qu'on avait un échantillon de 88 patients avec schizophrénie ou troubles du spectre de la schizophrénie. Et ce que vous voyez, c'est qu'on retrouve finalement, pardon, ces troubles neurodéveloppementaux euh, dans 70% des cas. Donc énorme les troubles du neurodéveloppement et ce qui peut expliquer aussi est-ce qu'on ne comprend pas encore en fait cette base où vous retrouvez les mêmes CNV au niveau de troubles neurodéveloppementaux et de la schizophrénie à début précoce. Ce qu'on retrouvait, ce qui est intéressant dans la population par rapport à la distribution des symptômes, donc vous voyez les enfants et les adultes, donc cette étude avait été faite en comparaison avec la cohorte adulte euh,
MGS, et vous voyez que par rapport à l'adulte, les différences sont moins marquées chez les enfants vers les versus adultes, moins de détérioration, moins de paranoïa, mais désolé, quand ils deviennent plus adultes, vous voyez, la paranoïa constitue 76% de la population adulte. Et les formes précoces, à début, dont les premiers symptômes psychotiques sont d'autant plus tôt en âge, vont à l'âge adulte développer des symptômes paranoïdes ou paranoïaques beaucoup plus sévères que les autres formes commençant à l'âge adulte. On retrouve également moins d'idées délirantes et moins d'éléments dépressifs. Donc, c'est des enfants vraiment au début de maladie qui ont de très bon contact et on apprend beaucoup avec eux sur toute la symptomatologie des symptômes psychotiques parce ils sont très ouverts et ils expliquent vraiment très bien leurs symptômes. Donc, l'autre élément, alors là, vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Peut-être, il y a un certain nombre de symptômes. Donc, chaque 4 barres représente un symptôme. Le premier, les hallucinations, idées délirantes. Et ce dont on s'aperçoit en abscisse, vous avez l'âge de début des premiers symptômes. Donc, dans la cohorte de l'adulte, donc moléculaire génétique schizophrénia, on a étudié cette cohorte où il y avait plus de 2300 sujets. Et vous voyez la répartition par rapport à l'âge de début des premiers symptômes psychotiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en mauve, vous voyez la sévérité des symptômes. Donc, vous voyez que plus l'âge de début est précoce et plus la sévérité des symptômes à l'âge adulte sera importante. Donc, encore une fois, plus on débute une schizophrénie précoce, plus le risque de sévérité à l'âge adulte est important. Alors ici, vous avez l'analyse factorielle de ces deux cohortes, donc la cohorte de la pitié avec euh, l'âge de début précoce, les schizophrénies à début précoce, pardon, et la cohorte adulte. Et ce que vous voyez, et ce qui est étonnant, c'est qu'on a cette approche catégorielle et finalement les dimensions par analyse factorielle, c'est-à-dire il y a un regroupement des symptômes identiques, quelles que soient les études, avec une dimension bizarre positive, une dimension négative, trouble formel du cours de la pensée, une dimension dépressive, une dimension positive et une dimension maniaque qui était due principalement aux troubles schizoaffectifs de type maniaque qu'on avait dans cette population. Donc ces dimensions cliniques observées dans la schizophrénie, elles sont valables pour l'enfant, pour l'adulte, quelle que soit la population. On l'avait aussi étudié dans la population COSA d'Afrique du Sud. On a vraiment ce côté très reproductif de la structure des symptômes de la schizophrénie quel que soit l'âge et quelle que soit la population. On a essayé après de grouper par sous-groupe de schizophrénie, puisque ce qu'il faut voir, c'est un vrai casse-tête chinois dans les études en génétique, puisqu'il y a eu de nombreux essais dans les endophénotypes, dans les sous-types cliniques. Rien ne marche pour comprendre l'hétérogénéité clinique par rapport à l'hétérogénéité génétique. Il y a une absence de chevauchement et on a défini des sous-groupes de patients dans cette première étude, mais c'est des résultats encore assez faibles puisque c'est des populations de petits effectifs où les symptômes ou à constituer, donc quelque chose de complexe. Et vous voyez, il y a les 4 groupes qui ressortent, notamment un groupe avec plus de TSA ou de retard de développement, un autre groupe avec plus de troubles de l'humeur et un autre groupe plus de symptômes négatifs. Donc, dans notre cohorte, voici rapidement la première cohorte. Il y avait 160 enfants. C'est ce qu'on a trouvé, mais on ne peut pas se baser sur des statistiques de ces cohortes par rapport au diagnostic étiologique, génétique ou autres pathologies organiques, parce qu'on a un biais de recrutement dans notre centre maladies rares, des formes fatalement plus sévères. Juste pour vous montrer que c'est compliqué parce que la schizophrénie est là, mais dans les CNV qu'on a trouvés, il y a toutes ces pathologies du neurodéveloppement et dans chaque euh, texte dit par Bassett, on a un spectre vraiment de pathologies psychiatriques, donc c'est extrêmement compliqué. Avec la délétion 22q11, venant moins fréquente dans la population, mais venant en tête de ligne pour la prévalence de la schizophrénie.
Donc on a aussi ces CNV qui sont présents chez les schizophrènes et chez les troubles du spectre de l'autisme, avec des proportions quand même plus importantes chez les patients avec TSA. On a aussi d'autres effets phénotypiques, quel que soit le CNV imparti. Et vous voyez, ça, c'était la variabilité des effets phénotypiques. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous montrer la complexité aussi somatique de ces CNV. Donc, qu'est-ce qu'on fait finalement de ces troubles neurodéveloppementaux et ces troubles psychiatriques majeurs? Il y a une comorbidité fréquente. Donc, la part du profil neurodéveloppemental dans le développement de futurs troubles psychiatriques majeurs. Comment conceptualiser finalement, est-ce que c'est un continuum de gravité allant d'une comorbidité neurodéveloppementale plus marquée à une comorbidité faible, trouble bipolaire, comme le souligne Mike Owen dans ses papiers? Les caractéristiques cliniques sont appréhendées en évaluant plusieurs dimensions psychiatriques et neurodéveloppementales plutôt qu'en associant des catégories psychiatriques ou neurodéveloppementales catégorielles. Donc plus des dimensions pensées en termes de dimensionnel. Donc une étiologie commune, des facteurs communs entre TSA et schizophrénie, c'est pas évident. Et si on aborde le séquençage du génome maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain nombre de variants ultra rares qui ont été identifiés, observés. Donc en particulier, alors c'était pareil sur des grandes cohortes, 24 000 cas contre 97 000 témoins, les travaux de Sink au MIT. Et dans son étude SCIM, il a identifié 10 gènes significativement plus susceptibles que des témoins d'avoir un variant ultra rare et 22 gènes supplémentaires. Donc voilà, c'est les 10 gènes maintenant qui sont considérés comme associés à la schizophrénie. Donc vous voyez, c'est ce qu'on disait avant, on retrouve des éléments, des gènes impliqués dans les synapses, dans le glutamate, et vous retrouverez les résultats plus détaillés dans les liens web qui sont sur cette diapo. Il y a une réplication à laquelle on a participé par rapport à l'ensemble de ces gènes et vous voyez, les résultats sont reproductibles avec un gène identifié en plus dans les populations africo-américaines des États-Unis. Donc, il y a un papier que j'aime bien où vous voyez un récapitulatif TSA versus schizophrénie. Donc, TSA à gauche, schizophrénie à droite. Les SNP, donc les variants en rouge et en bleu, vous voyez les CNV. Donc, vous voyez dans les TSA, il y a davantage de gènes qui ont été retrouvés, 26 contre 10 en fait, dans la schizophrénie. Donc des variants délétères plus rares par gène et des effets sur le risque plus importants. Donc les applications cliniques maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça en clinique? Donc il y a on avait fait avec Mariana une revue pertinente de la littérature. Donc, qu'est-ce qui doit faire suspecter l'organicité dans une schizophrénie à début précoce? Donc, vous avez un certain nombre d'orientations, mais vous voyez, quand on pose la question, les hallucinations visuelles sont fréquentes dans la schizophrénie à début précoce et aussi chez l'adulte. La catatonie, bien sûr, et dans notre cohorte catatonie de la pitié, il y a encore plus d'étiologie organique retrouvée, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Et il y a des symptômes de second ordre, comme la résistance aux antipsychotiques et bien sûr tous les signes somatiques que vous pouvez retrouver. Donc les diagnostics à exclure, ils sont de plusieurs ordres. Donc vous avez les grandes catégories et ça peut se retrouver dans le papier de Gianitelli ou dans la fiche également, premier épisode psychotique qui a été développé au sein de la filière par notamment Corentin Thomas. Donc une prise en charge intégrative, juste individuelle, évaluation des comorbidités, traitement de la pathologie associée et préserver la scolarité au maximum. Je fais juste une dernière diapo sur les antipsychotiques. Attention à la surmédication. Une méta-analyse de 18 études conclut quand même que la clozapine est la plus efficace parmi tous les autres antipsychotiques, généralement des secondes générations qu'on donne aux enfants et adolescents avec schizophrénie. Et ces études montrent que c'est à court terme, à 6 semaines, mais vraiment dans un suivi à plus long terme,
de 2 à 9 ans, donc un article important. On observe souvent des surmédications. Il faut penser qu'on peut titrer et avoir une réponse thérapeutique dans les schizophrénies à début précoce dès 0,25 mg de risperidone, par exemple. Donc il n'y a pas besoin forcément de commencer à 1 mg ou à des doses plus élevées parce qu'on sait qu'il y a des profils différents, des prises de poids, des effets endocriniens, notamment avec l'olanzapine, des diabètes qui peuvent être irréversibles. Donc vraiment, attention aux antipsychotiques qui sont donnés à des doses parfois faramineuses chez les enfants. Conclusion, une pathologie rare, un dépistage précoce, l'intérêt parce que ça conditionne le pronostic et un bilan étiologique indispensable. Et je vais passer la main à mon collègue Arnaud Fernandez. Bonjour à tous, Arnaud, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Claudine, c'est toujours très intéressant de réécouter cet exposé. Et alors, juste pour faire la transition, avant de parler des cas cliniques, la, pour rebondir sur la question des doses d'antipsychotiques, là, je pense à une équipe indienne qui a récemment publié dans le journal américain la possibilité de traiter par des doses très faibles de clozapine, maintenues dans le temps, avec des bonnes réponses quand on est en mesure d'attendre suffisamment longtemps, sans avoir besoin de faire des titrations comme on en a l'habitude de le voir faire un peu chez l'ado, mais beaucoup aussi en psychiatrie adulte. Donc la culture de la dose finalement faible est quand même recueille de plus en plus d'arguments et devrait être à développer à mon avis. Donc pour illustrer un peu ce qui a été dit, on va parler de deux ou trois, mais je pense que ça sera deux, parce qu'on n'a pas le temps, on s'arrêtera à 18h30 pour pouvoir débattre et échanger. Deux cas cliniques de vie réelle, hein, puisque c'est cas cliniques de Paris et de Nice, pour lesquels on va essayer d'aborder, avec bien sûr une simplification qui s'impose dans les cas cliniques, la réalité de la complexité, de l'hétérogénéité des situations quand on les rencontre en consultation. Passer la diapo, je sais pas si elle... Ouais, super, merci. Donc voilà, on va aborder, ouais, voilà, cette diapo, elle est pas indispensable. On va aborder trois situations. Voilà, merci. Donc le premier cas, c'est une histoire, donc c'est un garçon de 15 ans. Alors pour reprendre son histoire développementale rapidement, au niveau anténatal, donc il y a un hydramnios qui avait été mis en évidence sur une échographie anténatale et qui avait la maman avait bénéficié d'une amniosynthèse et le testing était revenu normal. Un accouchement qui avait été jugé rapide, à terme trophe avec une bonne adaptation à la vie extra-utérine et sans argument pour une souffrance fétale aiguë à ce moment-là. Et un bébé qui avait été décrit comme calme, alors c'est toujours un peu subjectif, mais avec des difficultés quand même à faire ses nuits, qui mangeait bien, qui semblait se développer normalement, en étant assis sans retard, en ayant marché à 18 mois, après quelques mois d'utilisation de Yupala, de choses comme ça. Le langage a quand même été retardé puisque la première combinaison de deux mots qui aurait été attendue autour de 2 ans n'est arrivée qu'à l'âge de 3 ans. C'était la première alerte. Et l'acquisition de la propreté, le jour et la nuit, était notée à l'âge de 2 ans. Alors, dans son histoire précoce, finalement, c'est à l'entrée au CP à l'âge de 6 ans que les problèmes d'attention qui préexistaient probablement avant, mais qui ont été mis en évidence à partir du CP ont été décelés, entraînant des difficultés d'apprentissage. Et donc, dans le parcours de soins, c'est le médecin traitant qui, en premier, a orienté l'enfant en prise en charge orthophonique, en bilan ergothérapique et vers un neuropsychologue qui a pu faire un bilan et mettre en place une psychothérapie. Le diagnostic qui a été posé à ce moment-là, c'était un diagnostic de TDAH de type inattentif, c'est-à-dire sans hyperactivité, une dysorthographie et une dyslexie, hein, un trouble du langage écrit, une dyscalculie et une dyspraxie. Donc cet enfant, il a été pris en charge de cette manière-là, et c'est à l'âge de 8 ans, 2 ans plus tard, qu'il a été adressé à un pédopsychiatre libéral pour envisager un traitement par psychostimulant qui a été mis en place devant l'aggravation, l'augmentation de l'impact des problèmes attentionnels, en particulier dans la sphère scolaire. Et donc, après un certain temps de traitement, à l'âge de 11 ans, donc en période encore prépubère, sont apparues des hallucinations auditives isolées, qui étaient des conversations chuchotées par des voix inconnues. Et cette symptomatologie positive, hein, ce signe-là, a entraîné l'arrêt du méthylphénidate, de la prescription de méthylphénidate.
Alors, avec un monitoring régulier, il a quand même été noté que la symptomatologie persistait plusieurs mois après l'arrêt du méthylphénidate, ce qui a motivé une orientation vers un centre de référence maladies rares, expression psychiatrique, où une démarche diagnostique et thérapeutique a entraîné d'abord sur le plan diagnostique la réalisation d'un certain nombre d'examens à visée étiologique comme un électroencéphalogramme qui était normal, une IRM sans anomalie majeure, et un bilan génétique avec un karyotype moléculaire qui n'a pas retrouvé de CNV putatif. Il y a également une prescription d'antipsychotiques qui a été effectuée, d'abord de la risperidone, puis une balance bénéfice-risque défavorable, switch pour de l'aripiprazole. À l'âge de 15 ans, donc quelques années plus tard, le patient est toujours traité par de l'aripiprazole à une dose raisonnable, hein, comme vous pouvez le voir, 10 mg par jour. Donc ça aussi, chose qui montre qu'on peut cibler des doses faibles et que ça peut fonctionner. Mais il y a eu un ajout un petit peu avant de sertraline, là aussi à dose faible, 25 mg par jour, pour une symptomatologie plutôt anxieuse, avec une phobie scolaire, une anxiété sociale, une anxiété de performance. Et on peut noter qu'avec l'association, cette bithérapie à faible dose, aripiprazole, sertraline, les hallucinations n'étaient pas présentes, n'étaient pas notées, le patient ne s'en plaignait pas sous ce régime. Et donc, dans la discussion, si on additionne les diagnostics catégoriels à la fois sur le plan neurodéveloppemental et sur le plan psychiatrique, donc on note un TDAH, donc sans hyperactivité, plusieurs troubles spécifiques des apprentissages verbaux et non verbaux, une dyspraxie, une psychose non spécifiée. Le diagnostic de schizophrénie très précoce n'est pas retenu. On parle de psychose non spécifiée, l'ensemble des critères n'étaient pas présents. Un trouble d'anxiété sociale avec une anxiété de performance. Alors, le patient avait été testé au CE1 là, quand le médecin traitant l'avait adressé vers un psychologue qui montrait un QI normal, quoique l'interprétation du QI total soit un petit peu difficile compte tenu de l'hétérogénéité des indices, mais vous voyez plutôt des indices normaux pour la compréhension verbale, pour le visio-spatial, le raisonnement fluide, et puis un impact modéré pour la mémoire de travail et pour la vitesse de traitement, comme on peut le voir chez les patients avec un TDAH souvent. Le bilan orthophonique au CME n'a retrouvé aucun trouble du langage oral, mais deux troubles du langage écrit, donc la dyslexie et la dysorthographie, on en a parlé, je ne rentre pas dans les détails. Et donc, sur le plan neurodéveloppemental, la prise en charge, elle a été celle de ces différents troubles, c'est-à-dire indépendamment de la symptomatologie psychiatrique, puisque l'addition du TDAH avec les troubles moteurs, enfin avec la dyspraxie et la dyscalculie entraînait une certaine fatigue cognitive qui pouvait aggraver en elle-même le TDAH. Et la dyspraxie et les troubles du langage écrit ont bénéficié d'un certain nombre d'aménagements classiques, comme l'ordinateur à la maison puis à l'école, d'aménagements ergothérapiques et évidemment d'aménagements pédagogiques, de soutien pédagogique avec du temps humain, avec du tiers-temps pour réaliser les devoirs ou les examens et des aménagements, notamment de la prise des devoirs et des leçons qui permettent un soutien très important, un support très important pour l'enfant. Donc, ce cas, il nous évoque quoi? Il nous évoque la reconnaissance précoce des difficultés d'apprentissage et l'orientation vers une équipe, où chacun a pu s'occuper des différentes dimensions, a été vertueux. Que la démarche qui a consisté à arrêter le traitement stimulant, ça c'est aussi quelque chose d'important, parce que vu la fréquence du TDAH, de pouvoir être vigilant aux symptomatologies et d'essayer l'arrêt du psychostimulant là devant l'apparition des symptômes psychotiques a pu être effectué, même si les hallucinations ont persisté à l'arrêt du traitement psychostimulant et qu'un traitement antipsychotique a été nécessaire. Voilà. L'adjonction d'un antidépresseur s'est avérée utile et bénéfique, avec une bonne balance bénéfice-risque, pour permettre à l'enfant de continuer à bénéficier des différents étayages au niveau de ses apprentissages. Et donc, c'est vraiment l'approche multidisciplinaire et la combinaison de la prise en considération des caractéristiques cognitives, motrices et psychiatriques de ces différents troubles neurodéveloppementaux avec une expression psychiatrique a permis aux patients d'évoluer favorablement. Alors, le cas numéro 2, donc ça c'était le premier cas, une psychose non spécifiée. Le cas numéro 2, c'est notre histoire, donc rapidement sur l'histoire développementale, c'est une grossesse gémellaire de jumeaux monozygotes, d'évolution normale, sans exposition maternelle à un toxique connu. Un accouchement à terme par césarienne avec un Apgar subnormal 8-10 et un poids de 2,6 kg. Au niveau des compétences psychomotrices, on n'a pas toutes les données, mais on sait qu'il y a une marche normale à 14 mois, parce que la médiane c'est 13 mois. La norme, c'est normal entre 9 et 18, et qu'on a noté des altérations à l'heure actuelle des capacités psychomotrices fines et globales. C'est une enfant qui a eu des retards primaires dans l'acquisition de la parole et du langage, et puis surtout, j'y reviendrai, une régression majeure du langage un petit peu plus tardive, secondaire, une vraie régression.
Au niveau de l'attention, ben, la mémoire de travail était faible, avec des moments de désorganisation de la pensée. C'était une enfant qui avait des difficultés dans l'interaction sociale, avec un retrait social, une timidité, qui n'initiait pas spontanément la relation. Sur le plan de l'alimentation, un allaitement maternel jusqu'à 4 mois, une diversification sans problème particulier, une propreté diurne acquise à 3 ans, des nuits complètes à partir de l'âge de 3 ans, et quand même des difficultés de la régulation émotionnelle, notamment en fonction de la symptomatologie psychotique, avec une forte anxiété de séparation. Donc, au niveau du test cognitif qui a été effectué, ben, on retrouvait un trouble du développement intellectuel avec un QI total à 47. Vous voyez les différents indices. Et un retard global en orthophonie, un retard global en psychomotricité. Donc, c'est voir l'impact neurodéveloppemental important. Au niveau, je passe vite sur les antécédents personnels, une syringomyélie idiopathique non suivie, non traitée, découverte fortuitement devant des lombalgies. Évidemment, la prise en charge de la déficience intellectuelle. Au niveau familial, donc c'est les parents nord-africains originaires de la même région, voilà, sans qu'on sache si c'est une notion de consanguinité ou pas. La sœur jumelle présentait des difficultés cognitives avec un retard global de développement et des crises d'angoisse, était suivi en ambulatoire. Papa était quelqu'un qui avait des antécédents de dépression suivi et de diabète de type 2 comme ses frères et sœurs. À noter quand même une schizophrénie chez un frère du père et une tante maternelle isolée à la maison, dont on n'avait pas d'autres détails sur un éventuel trouble psychiatrique responsable de ce symptôme. Au niveau de l'histoire sociale, c'est un enfant qui vivait en France depuis plusieurs années, qui a pu vivre des choses difficiles liées à la précarité, et notamment l'absence de domicile fixe, des déménagements nombreux avec des changements d'école, voilà, et qui était en attente pour une prise en charge médico-sociale et une situation irrégulière, qui sont des facteurs de stress, des événements négatifs de l'enfance potentielle. Donc la présentation clinique à 11 ans, c'est l'émergence donc d'une désorganisation de la pensée, d'une régression des capacités langagières qui sont quand même un symptôme d'alerte important, des gestes auto-agressifs stéréotypés, comme par exemple se frapper la mâchoire avec le poing, un discours continu avec des soliloquies verbales, des conversations avec des voix, des hallucinations auditives presque en permanence, des épisodes d'agitation qui étaient difficiles à contenir, une altération du sommeil avec des insomnies et des nuits agitées, et surtout une grande instabilité clinique au cours d'une même journée ou au cours d'une semaine à l'autre sans rythmicité particulière déterminée. Donc à l'âge de 11 ans, devant cette évolution défavorable de la symptomatologie qui jusque-là était contenue, c'était plutôt le trouble du développement intellectuel qui était au premier plan, la patiente a été hospitalisée pendant 1 an et le diagnostic de schizophrénie très précoce avec déficience intellectuelle prémorbide ou préexistante a été posé. La suspicion d'une étiologie organique était présente, évidemment, de plusieurs éléments, mais la régression en particulier est quelque chose qui orientait beaucoup vers une suspicion d'organicité, et des caractéristiques catatoniformes ou de syndrome catatonique qui ont une base organique régulière, qui sont associées ou non à une schizophrénie d'ailleurs, avec des alternances de quasi-stupéfaction et des agitations psychomotrices, avec une réponse minimale aux médicaments antipsychotiques qui ont été essayés, et ça c'est moins fréquent, une réponse inefficace ou partielle au lorazépam, alors que c'est plutôt un médicament où la réponse est un test thérapeutique important dans les catatonies. À l'âge de 13 ans, donc la suspicion de maladie organique a été renforcée par différents troubles généraux, alors une oligoménorrhée, des cycles menstruels irréguliers, une perte de poids, des mictions et des selles qui sont devenues plus rares, un reflux alimentaire, et puis un certain nombre d'alertes sur le plan biologique, qu'on verra sur la diapositive suivante, qui ont entraîné de manière probabiliste, et devant la sévérité du tableau, c'est une question de balance bénéfice-risque, l'utilisation de 2 perfusions de corticoïdes et de 2 perfusions d'immunoglobulines mal tolérées et sans bénéfice apparent sur la symptomatologie évoluant depuis l'âge de 11 ans. Donc sur le plan biologique, je passe un peu rapidement, mais il y a quand même quelques voyants rouges, même si ça n'a pas été associé, ça n'a pas permis de retenir un diagnostic en particulier, mais par exemple une consommation du complément avec un C3 bas, un C4 bas, avec des anticorps antithyroglobulines élevés dans le sang, mais pas dans le liquide céphalorachidien, alors que le profil thyroïdien était par ailleurs normal, la recherche d'infection qui était négative, une imagerie cérébrale qui retrouve des anomalies minimes que je vous laisse voir là, mais qui finalement ne retrouve pas d'anomalies, je dirais, pathognomoniques d'une étiologie en particulier, un électroencéphalogramme également normal, et un testing génétique. Alors on n'a pas le séquençage du génome à ce stade, mais un testing génétique au moins pour les CNV, enfin une puce ADN qui était retrouvée normale.
donc actuellement, cette jeune fille de 15 ans qui présente donc une déficience intellectuelle, hein, qui fonctionnait relativement bien jusqu'à l'âge de 11 ans, a présenté brutalement des éléments comportementaux et cliniques, hein, évoquant une schizophrénie très précoce et sévère, voilà, avec des caractéristiques de syndrome catatonique compliquées par une situation familiale évidemment défavorable et précaire. Donc au cours de sa longue hospitalisation, ben, plusieurs caractéristiques ont été observées. Il y a eu un soupçon d'organicité avec la régression au premier plan, mais pas que, et l'absence de réponse au traitement. Et à l'heure actuelle, les examens paracliniques approfondis, donc hiérarchisés, mais quand même assez approfondis, hein, des examens de deuxième ligne ou de troisième ligne, n'ont pas permis de confirmer, de retenir un diagnostic. Il faut quand même noter que, au moment du testing génétique, il n'y avait pas un accès aussi facile en clinique au séquençage du génome, qui est quand même rendu possible maintenant par l'organisation sur le territoire, hein, des centres de référence permettent quand même d'accéder à ce diagnostic en clinique, d'obtenir plus fréquemment un diagnostic moléculaire. Donc les deux points à discuter, puis je pense qu'on s'arrêtera là parce que sinon, si je fais le troisième cas clinique, ça va être un peu plus long. On a déjà deux bases de discussion. C'est que les caractéristiques psychiatriques et neurodéveloppementales doivent vraiment être pensées comme un continuum, comme l'a dit tout à l'heure ma collègue, allant d'une comorbidité neurodéveloppementale très fortement marquée, le trouble du développement intellectuel en est l'illustration, hein, le TSA également, à des comorbidités moins prononcées, TIMI, comme les expressions mixtes ou bipolaires. Les caractéristiques cliniques, elles sont appréhendées en évaluant les dimensions psychiatriques et neurodéveloppementales plutôt qu'en faisant des additions. On peut même interroger la stabilité diagnostique à long terme. Parce que quand on regarde et qu'on réévalue les patients en développement tous les 2 ans, 4 ans, 6 ans, etc., la stabilité des diagnostics à 10 ans et de l'addition des diagnostics catégoriels vient quand même interroger. Donc ça nous renvoie plutôt quand même sur l'évaluation des différentes dimensions et c'est ce qui parlera quand même en termes de réponse thérapeutique au sens large, pas que pharmacologique. Non, il semblerait que ce soit tout pour ce soir. Merci à nos deux intervenants pour cette présentation. Hop. Merci à tous ceux qui étaient connectés également. Hop. Je vais juste reprendre le calendrier pour rappeler que la prochaine fois, on se retrouve le 25 septembre 2025 pour le webinaire expert du réseau déficience intellectuelle de cause rare. Donc, je vous laisse noter la date pour ceux qui souhaiteraient être présents au mois de septembre. Et on peut se laisser là pour ce soir. Si vous avez peut-être le mot de la fin, nos intervenants, intervenantes. Claudine, je te laisse le mot de la fin. Ouais. Oui, je te laisse. Merci à tous. Merci. Et on reste disponible pour des avis, bien entendu, ou d'autres questions. N'hésitez pas à nous contacter par email dans nos services respectifs. Peut-être rappeler une dernière fois le PNDS Hmm. qui a été fait porté par Claudine Laurent Levinson avec plein de collaborations du réseau du centre référent Pirard. Voilà, le PNDS qui est disponible en ligne. Effectivement, et qui est un des PNS les plus consultés de la filière déficience. Donc le sujet est très intéressant et intéressant. Et il y a également la clé du diagnostic qui va bientôt sortir sur le site internet. Donc, c'est en phase de relecture. Parfait. Beaucoup d'actualités. Ce webinaire tombé à propos. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Ouais. Bonne Passez soirée. de bonnes soirées. Oui, Au revoir à merci tous. à tous. Au revoir. Au revoir Angèle, au revoir Claudine. Au Au revoir. revoir. Au revoir.